Réagir, réagir. Le magazine Rété d'information Réagir Production s'unit le temps de 3 reportages à l'association BIR, Banque Info Recours, pour évoquer les difficultés financières des particuliers et des professionnels face aux frais bancaires excessifs qu'imposent les banques à leurs clients. Aujourd'hui, le magazine Réagir Production s'intéresse au statut d'entrepreneur et aux difficultés qu'ils ont parfois à maintenir leur entreprise à flot. Pour en parler avec nous, Sébastien, président de l'association Banque Info Recours. Alors, choisir son statut d'entrepreneur en France est un vrai casse-tête. Est-ce qu'il n'y aurait pas une réforme complète à effectuer sur ce sujet ? Alors, le statut des commerçants, artisans, agriculteurs également au sens large, toutes les professions indépendantes ont un gros problème aujourd'hui, c'est le poids de leurs coûts pour travailler, c'est-à-dire les charges, le bancaire, et malheureusement le statut qui n'est pas nécessairement adapté au mode de vie qu'on a aujourd'hui, que ce soit en termes de législation, etc. Le choix du statut est un élément important et essentiel, je dirais, de toute personne qui veut être à son compte aujourd'hui. Et n'y a-t-il pas trop de statuts par rapport à d'autres pays d'Europe où on peut les résumer à 3 ? Alors, les statuts, vous avez en France l'auto-entrepreneur, l'entreprise individuelle, après les sociétés type SARL, EURL, etc. Et vous avez le système le plus souple pour optimiser les SAS, SASU qui devraient être conseillés par les comptables, parce qu'à mon sens, et au sens de l'ensemble des personnes qui ont rédigé le rapport de l'appel, que des gens s'installent encore en EI aujourd'hui est une aberration purement et simplement. Et pour quelle raison ? Pour quelle raison ? L'entrepreneur individuel travaille sans filet, il engage bien souvent ses biens personnels, même si en théorie désormais la résidence principale est protégée. On est toujours dans la théorie parce que personnellement ils sont engagés et c'est le statut le moins protecteur pour un entrepreneur. Et le choix aussi du statut de son conjoint collaborateur, là aussi c'est peut-être à revoir. Ah, le statut du conjoint collaborateur, c'est pareil, c'est un statut qui ouvre très peu de droits, mais qui coûte quand même en charge, donc en pression sur la finance de l'indépendant. Ça coûte cher pour le retour sur investissement, entre guillemets. Réagir, réagir. Et quand on crée son entreprise, il faut trouver donc un partenaire financier. Le plus souvent, c'est une banque, bien sûr, qui vous prêtera de l'argent via un prêt. Mais quelles sont les précautions à prendre avant de signer, avant de s'engager ? Alors la banque, tout simplement, c'est un partenaire malheureusement incontournable pour chaque personne qui veut se mettre à son compte. Donc il faut être très prudent, c'est sur les conditions du crédit notamment, sur le statut bien évidemment, pas engager ses biens personnels. Là, à l'heure actuelle, un restaurateur du département, pour être large, je ne vais pas citer non plus de nom, mais qui a un gros crédit, il a eu un mauvais montage financier à la base. Malheureusement, ses biens personnels vont être engagés parce que son fonds de commerce est une SCI, donc et lui, caution personnelle de cette SCI, ça risque de mettre en péril ses difficultés actuelles, l'ensemble du foyer familial derrière. Donc il faut responsabiliser l'emprunteur, certes, mais aussi le prêteur. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt une caution d'État via la Banque de France, par exemple ? La caution d'État, je dirais oui et non, parce que si on n'assassinait pas financièrement par des frais beaucoup de commerçants, il n'y a pas besoin de caution derrière, parce que dans beaucoup de liquidations, donc on a eu cette année 55 000 à peu près liquidations, dans 70% des cas, c'est des problèmes financiers. Et quand on regarde ces problèmes financiers, la banque a pesé très souvent dans la balance et qui a poussé ces gens en liquidation. Donc arrêter d'assassiner financièrement les gens, ça permettra d'avoir moins de liquidations. Donc s'ils ne sont pas en liquidation, ils sont à même de subvenir à leurs besoins. L'accumulation de frais, donc il n'est pas rare. Là, je peux citer un petit commerçant de la région encore qui travaille tout seul. Il fait de l'achat-revente, donc il fait un CA correct en travaillant tout seul de 120 000 euros annuels à peu près. Et cette personne, sa banque a résilié son découvert au moment où dans notre département touristique, il était en train de faire ses stocks pour la saison. Donc les conséquences, ça a été des frais en cascade à hauteur d'à peu près 6 000 euros par an sur les 3 dernières années. Et depuis 1 an, il essaye de sauver son commerce uniquement en payant ses fournisseurs en espèces, parce qu'il a la carte bancaire qui est coupée, le chéquier qui est coupé.
Et là, aujourd'hui, ce monsieur il a reçu dernièrement une assignation parce que sa banque vient le chercher en ayant malheureusement très largement contribué à l'assassiner, parce que 6 000 € de frais sur 3 ans, ça représente 18 000 € qui lui manquent dans sa trésorerie, et c'est intenable pour un petit indépendant. Il est, je dirais, asphyxié de toutes parts, parce que derrière, qui dit difficultés financières, il a des difficultés pour payer ses charges sociales. Donc l'huissier pour les dettes URSSAF, c'est un engrenage qui pousse à la liquidation. Et derrière, cet entrepreneur, s'il liquide, il vivra des minima sociaux. Donc il y aura là encore un coût pour nos finances publiques. Réagir. Alors, faire un prévisionnel pour la banque n'est pas une chose vraiment facile pour un entrepreneur. Alors, il faut faire appel, bien sûr, à un cabinet comptable. Quelle est la responsabilité ou les responsabilités engagées par ces cabinets comptables dans une entreprise, dans la longévité d'une entreprise ? Alors, le choix du comptable, malheureusement, là encore, c'est un élément essentiel parce que malheureusement, beaucoup de comptables ne sont pas nécessairement de très bons conseils. On voit beaucoup de dossiers, là, par exemple, sur un cas de boulanger, le prévisionnel effectué par le cabinet comptable ne tient apparemment pas la route à la base. Et là, malheureusement, ça peut influer sur le besoin de trésorerie qu'ils ont demandé à la banque, etc., avec les répercussions qu'il y a derrière. Donc un bon comptable, de bon statut, c'est vraiment essentiel, de façon à pouvoir, entre guillemets, avoir toutes les cartes en main pour bien pouvoir lancer son activité. Le cabinet comptable, s'il y a un problème fiscal, par exemple une déclaration mal faite, le cabinet comptable, ce n'est pas lui qui assumera les pénalités éventuelles des impôts, c'est l'indépendant derrière. Donc ce serait peut-être bien qu'ils aient un peu plus de responsabilité en cas d'erreur, par exemple. Entretien avec Sébastien, président de l'association Banque Info Recours. Une autre question, est-ce que le métier d'indépendant, de chef d'entreprise, c'est quelque chose qui s'improvise ou pas ? Est-ce que tous ces futurs entrepreneurs sont déjà bien formés avant de monter leur entreprise ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un entrepreneur, il ne pourra pas être... on lui demande toutes les cordes de métier, de secrétaire à faire son bon boulot au final, mais entre les deux, il y a l'administratif, etc. Il faut qu'il soit gestionnaire. On lui demande de tout faire. Donc, d'où l'intérêt de choisir des partenaires vraiment calés dans chaque domaine, de façon à pouvoir déléguer sa comptabilité à quelqu'un qui va en même temps le conseiller au mieux sur l'optimisation fiscale, sociale qu'il y a à faire. Derrière, le choix de la banque, malheureusement, on n'a pas trop le choix, il en faut une, donc sachant qu'elles sont pas toutes, elles sont toutes à peu près pareilles, donc ça, le choix est plus restreint, mais vraiment avoir des conseillers dans chaque domaine d'activité, le fiscal, le social, etc. Oui, ça c'est essentiel. Donc sans une formation très stricte sur la gestion d'une entreprise et la relation avec son banquier ou son comptable, l'entrepreneur risque d'aller droit dans le mur. Est-ce que la formation de la chambre de commerce est suffisante et est-elle de qualité ? Je ne dirais pas dire qu'elle est de mauvaise qualité. Après, c'est surtout le gros problème, c'est le poids que coûte de travailler aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'un indépendant, c'est à peu près 70% de ses revenus qui repartent en prestations sociales, charges diverses et variées, impôts directs, indirects, etc. Donc, est-ce que avec 100 € de gagné en en donnant 70, la personne a la marge de manœuvre pour pérenniser, investir dans son activité ? Il y a quand même un problème de spoliation un peu trop important. Vous rajoutez en plus 5 000 € de frais bancaires, la personne ne peut pas s'en sortir. Elle ne peut pas pérenniser son activité. À moins peut-être d'avoir un gros chiffre d'affaires. Oui, alors si elle a un gros chiffre d'affaires, on est sur une autre problématique. On parle vraiment là, dans le cas des TPE, PME, mais des petites structures. Après, bien évidemment, on n'attaque pas le chiffre d'affaires de Vinci ou quoi que ce soit. On n'est vraiment pas sur le même sujet et pas sur le même fonctionnement également. Donc, mais pour toutes les petites structures, c'est très compliqué. Ils auraient moins de pression de charges, etc. Ils pourraient peut-être mieux rémunérer leurs employés. Ils pourraient également investir dans du nouveau matériel, voire développer leur activité.
sans cette marge de manœuvre, ils ne le font pas. Donc voilà, ça a un impact également sur le développement économique local. Voilà, le constat est clair, c'est que ces problèmes sont quand même suffisamment importants, récurrents au niveau local et au niveau national pour qu'il soit temps de se pencher vraiment sérieusement là-dessus de façon à avoir une réforme claire, parce qu'on a supprimé le RSI par l'URSSAF. Il n'y a aucune avancée, c'est un nuage de fumée ça encore malheureusement. C'est même d'ailleurs pire depuis que c'est passé à l'URSSAF. Réagir, agir. Alors, un entrepreneur qui n'a pas accès vraiment aux mêmes droits sociaux qu'une personne lambda, et de surcroît, une femme chef d'entreprise, je crois que la situation est encore pire. Là aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à changer dans ces statuts-là, dans ces démarches ? Alors, tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, quand une personne, malheureusement, a des difficultés et finit par liquider, le problème qu'on a, c'est la dette sociale n'est pas prise, par exemple, dans les dossiers de surendettement partout. Alors qu'elle devrait s'éteindre avec l'activité. La personne, déjà, elle a essayé d'investir, elle s'est déjà endettée, elle y a passé bien souvent 70 heures par semaine, parce que quand on est à son compte, on compte pas les heures. Et en plus, on lui rajoute cette peine de traîner ce boulet qui va éventuellement la bloquer pour rebondir sur autre chose. Donc là aussi, voilà, une entreprise qui ferme, qu'on solde également, qu'on mette dans le passif les dettes sociales, tout simplement, comme c'est fait pour les dettes des créanciers, par exemple, quand c'est une société. Quand c'est en EI, c'est encore différent. La personne est éventuellement redevable de caution personnelle sur les découverts, etc., qu'elle a souscrit au nom de sa société, de son entreprise. Et donc, c'est les enfants qui héritent de cette dette sociale ? En cas de décès, oui, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, la dette sociale est héritée par les enfants, au lieu d'être éteinte avec le décès par exemple de l'entrepreneur. Alors quand l'entrepreneur tombe malade, il y a donc le droit à aucune indemnité journalière pendant son traitement de maladie, peut-être 18 €, mais paraît-il qu'il faut qu'il soit à jour ses cotisations. Expliquez-nous. Alors oui, ça c'est un cas que j'ai vécu personnellement, donc oui, donc si vous tombez malade, un gros problème de santé, donc vous avez à peu près le minimum, c'est-à-dire le montant du RSA, mais en parallèle vos charges qui arrivent quand même trimestriellement, vos provisions de charges donc d'indépendants, vos cotisations RSI qui tombent tous les 3 mois, et si vous n'arrivez pas à y subvenir, on vous décrète en retard de paiement, donc on vous coupe les indemnités de santé, oui. Donc on n'est jamais à jour de ses cotisations. C'est un gros problème de rester à jour de ses cotisations dans des cas comme ça, oui, je vous le confirme. Qu'est-ce qui est prévu par l'État pour aider ces entrepreneurs en grande détresse ? Est-ce qu'il y a vraiment, réellement, dans certaines professions, un taux de suicide assez important ? Alors le taux de suicide, oui, c'est malheureusement le cas le plus symbolique, c'est les agriculteurs. Il y a quand même énormément de suicides dans le monde agricole, qui est lié aussi à tous ces problèmes, parce que l'agriculture, il y a encore d'autres problèmes en parallèle qui sont liés aux cours mondiaux, etc. Mais c'est des entreprises indépendantes qui ont une grosse pression de charges, etc. Et avec des heures de travail conséquentes, si on ramène le travail horaire, un salaire horaire à un indépendant, bien souvent beaucoup sont sur des taux horaires du RSA, grosso modo. Donc ils gagnent peut-être plus qu'au RSA, oui, ok, mais pour combien d'heures ? Donc là, il y a quand même un problème qui est lié à l'ensemble de la pression financière. Et malheureusement, ces gens-là, s'ils ont plus d'argent, ils vont investir pour leur société ou personnellement prendre des vacances que beaucoup d'indépendants à l'heure actuelle ne peuvent pas prendre, etc., etc. Donc là encore, on en retombe sur de l'économie positive et locale et réelle. Réagir, agir. Alors, autre cas figure, pour louer un appartement ou acheter une voiture, l'entrepreneur doit être obligé de fournir les 3 derniers bilans pour justifier d'une rémunération constante et fiable, je cite. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi instaurer une fiche de paye pour l'indépendant ? Est-ce que ça pourrait être possible ? Alors, fiche de paye pour l'indépendant, ça veut dire lui rajouter des charges ? Je suis pas persuadé que ce soit une bonne solution pour eux, vu la pression qu'il y a à l'heure actuelle. Ça fait partie de la politique des banques, qui exige de plus en plus de papier. Bon, on arrivera peut-être un jour au test ADN pour obtenir un crédit, sait-on jamais. Mais c'est malheureux, mais c'est une feuille de paye, ça va être compliqué à mettre en place, ou alors faut en parallèle réformer vraiment en profondeur l'ensemble du statut
Et ça, c'est à nos chers politiques de vraiment écouter les personnes qui vivent ce quotidien et pas d'écouter des hauts technocrates ou quoi que ce soit qui ne vivent pas ces situations au quotidien. Malheureusement, il y a un syndrome de déconnexion. Après, je ne parlerai pas des élus en général, parce que derrière chaque élu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les hauts fonctionnaires, les technocrates, et c'est peut-être eux qui sont encore plus déconnectés, je dirais, que les élus, malheureusement. Parce que les élus, on les change, mais les technocrates derrière, d'un mandat à l'autre, restent. Donc malheureusement, on est obligé de faire avec ces gens-là. Pour en savoir plus sur cette association ou tout simplement adhérer à cette association, www.banque au pluriel-info au pluriel-recours au pluriel, banque-info-recours.fr. Vous pouvez, je vous le rappelle, réécouter ce reportage sur la page Facebook de Réagir Production en n'oubliant pas au passage de pusher sur le pouce bleu. Merci à Sébastien. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Ladouce pour Radio Île de Ré. Réagir, réagir.